Un code cryptique sur de la porcelaine brisée. Quel secret est-elle morte pour protéger? Bienvenue sur Minuit Mystère. Je suis votre hôte Elias. J'adore voir cette communauté grandir. Dites-moi d'où vous venez aujourd'hui. Ensemble, élucidons ce mystère. Vos commentaires en font toute la saveur. Commençons. C'est par une matinée maussade du début mars que je fus tiré de mes réflexions du petit déjeuner par l'entrée soudaine de Sherlock Holmes, son manteau encore humide de la bruine qui voilait Baker Street. Il tenait un télégramme à la main, les sourcils froncés d'une manière qui laissait immédiatement entendre que l'affaire présentait un intérêt plus que passager. « Watson », dit-il en jetant le mot plié sur la table, « nous pourrions avoir des raisons de reporter votre paisible routine matinale. Scotland Yard est complètement hors de lui. J'ai pris le journal et j'ai lu urgent. L'inspecteur Lestrade requiert votre présence immédiate. Décès inexpliqué au Marchand's Porcelain House de Pimlico. Chambre fermée à clé. Aucune cause apparente. Rien de volé. Risque de publicité due à la clientèle. Veuillez accélérer la procédure. Lestrade. J'ai levé les yeux. Une pièce fermée à clé et aucun mobile apparent, on dirait ravissant, conclut Holmes, ôtant déjà son manteau et attrapant celui qu'il gardait sec près de la cheminée. Marchand's, vous vous en souvenez peut-être, s'adresse à l'aristocratie et aux ambassades étrangères. Un établissement discret, vendant de la porcelaine décorative de premier ordre, et parfois, j'ose le dire, des informations plus délicates que la porcelaine. En moins d'une heure, nous nous retrouvions à traverser le brouillard humide du matin en taxi en direction de Pimlico. Holmes était inhabituellement silencieux, les doigts croisés, les yeux mi-clos sous le bord de son chapeau. « Qu'en penses-tu » ai-je osé demander. Il esquissa un sourire sec. Lestrade nous a donné 3 certitudes. Un homme est mort, la pièce était fermée à clé, et rien de précieux ne manque. Mais il ajoute aussi que la clientèle exige la discrétion. Quand la haute société exige le silence sur un cadavre, Watson, on peut se douter que la véritable monnaie d'échange n'est pas l'argent. La maison de porcelaine Marchand se dressait au coin modeste mais bien entretenu de Beeston Lane. Sa vitrine exposait de rares vases en céladon et de l'époque Ming, baignés d'une douce lumière de gaz. Un agent de police en uniforme se tenait à la porte, saluant Holmes d'un signe de tête comme s'il était attendu. Lestrade nous a accueillis à l'intérieur, pâle et les lèvres pincées, son habituel mélange d'irritation et de soulagement perceptible dans son attitude. Holmes, Dr. Watson, merci d'être venu. La victime est Monsieur Thomas Kenley, associé et co-directeur du magasin. Trouvé peu après 20 heures par la femme de ménage. Porte verrouillée de l'intérieur, fenêtre verrouillée. Aucune trace d'effraction, aucune trace sur le corps. On nous conduisit dans une petite arrière-salle au mobilier élégant, avec un papier peint couleur ivoire et des étagères ornées de délicates figurines en porcelaine. Au centre gisait le corps d'un homme d'une 50aine d'années, raidi par la mort dont l'expression trahissait une légère surprise, mais nullement l'agonie. Il n'y avait ni bleu ni blessure, seulement une immobilité. Il avait ouvert la boutique seul hier soir. Monsieur Marchand, son associé, est parti pour le continent il y a 3 jours. L'inventaire semble intact. Ses poches étaient en ordre. Rien ne manquait. Rien de cassé. Holmes se pencha vers le corps et souleva la main de l'homme d'un geste ganté. La rigidité vient de s'installer. Cela situe l'heure du décès, Watson. Probablement vers minuit, à 1 heure près, ai-je dit. Exactement. Holmes se leva et parcourut lentement la pièce. Son regard se porta sur les étagères, le bureau, la cheminée carrelée. Chaque objet examiné en silence. Finalement, il s'arrêta devant une urne en porcelaine posée sur une table basse, dans un coin éloigné. C'était un objet étrange, blanc ivoire, avec un léger filigrane gravé le long du col et un couvercle légèrement entrouvert. Holmes le souleva et en inspecta le dessous. « Watson, » murmura-t-il, « percevez-vous quelque chose d'inhabituel ici ?»« Je l'ai examiné. Une pièce décorative.
Du XVIIIe siècle, peut-être bavaroise, mais... Attendez, il y a des marques ici. Des rayures? Plus que des égratignures, murmura Holmes. Un message, gravé par une main à la fois délibérée et désespérée. Il remit l'urne en place et se tourna vers l'estrade. J'aurai besoin de temps. Prévenez le coroner de retarder l'enlèvement du corps jusqu'à ce que je vous donne mon avis contraire. L'estrade sembla sur le point d'objecter, mais se ravisa. Holmes était déjà plongé dans ses études. Une lueur d'excitation particulière dans le regard. Alors que nous retournions dans la rue brumeuse plus tard ce matin-là, Holmes dit doucement « Watson, nous n'enquêtons pas sur un simple décès. Nous déchiffrons un message envoyé d'au-delà du voile, gravé sur la porcelaine à la dernière heure de la victime. Et je pense que quelqu'un compte bien qu'il ne sera jamais lu. » À notre retour à Baker Street, le brouillard s'était dissipé en une bruine lassante, de celles qui obscurcissent les pavés londoniens au lieu de les nettoyer. Holmes retira son chapeau et son manteau avec un soin délibéré et se dirigea droit vers la cheminée, où il resta planté les mains dans le dos, les yeux fixés sur les flammes. Je nous servis à tous les deux une mesure de cognac et posai son verre près, de l'âtre. Une pièce fermée à clé, un cadavre indemne et un message mystérieux sur de la porcelaine, dis-je. C'est un cas curieux, certes, mais je l'avoue, je suis perplexe. Si rien n'a été volé, alors pourquoi un meurtre? Holmes se retourna les yeux brillants de cette lueur familière d'engagement. Ah, Watson, c'est toujours le pourquoi qui révèle l'OMS. La question n'est pas de savoir ce qui a été volé, mais plutôt ce qui a été caché. Il prit une longue gorgée de son verre avant de s'installer dans son fauteuil, les doigts à nouveau joints. Considérons ce que nous faire je sais. Thomas Kenley, co-directeur de la maison de porcelaine Marchand, est retrouvé mort dans une pièce fermée à clé. Il n'y a aucune trace de violence, aucune substance étrangère présente sur la peau et aucun objet, du moins visiblement, n'a été retiré ou déplacé. Pourtant, il meurt subitement, seul, dans une pièce remplie d'objets fragiles et précieux. Voilà, Watson, la première bizarrerie. Mais il s'agissait sûrement de causes naturelles, ai-je osé. Une insuffisance cardiaque soudaine? Son visage n'exprimait aucune douleur. Holmes secoua la tête. Le coroner le confirmera bientôt, mais j'en doute fortement. Vous avez vu les rayures sous l'urne, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Une série de lignes floues, gravées à la hâte, mais dont le sens m'échappe. Ce ne sont pas des hasards. Holmes prit un bloc-notes et recopia rapidement les inscriptions de mémoire. D. 4. O. P. LOA. 3. 7 symboles, dit-il. Aucun n'est inhérent au motif de la porcelaine et ne correspond pas aux inscriptions typiques du potier, des lettres grecques, 2 chiffres et des majuscules latines. Un code, Watson, et un autre probablement gravé au stylet ou à l'aiguille par la victime elle-même. Tu crois que Kenley l'a laissé comme message? Précisément. Imaginez, à l'instant de sa mort imminente, et sachant sa fin proche, il a choisi de graver ces symboles sur le seul objet à sa portée. Il n'a pas pris une plume, ni griffonné un nom dans la poussière. Il a codé quelque chose, et il a choisi la porcelaine. Ce qui suggère, ai-je demandé. Il craignait que ce qu'il savait ne soit découvert trop facilement. Il l'a codé pour que seul un esprit à la hauteur du problème, ou du moins suffisamment déterminé pour le comprendre, puisse le comprendre. Holmes se pencha en avant. Voilà, mon cher ami, ce qui m'intrigue le plus. Il aurait aimé que son message passe pour être immédiatement compris, ce qui signifie qu'il parle de danger. Nous sommes restés assis en silence un moment. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres et le feu crépitait en accompagnement. Holmes remua de nouveau. Il y a un autre problème, la nature de la maison de porcelaine Marchand. Vous avez peut-être remarqué le malaise de l'estrade. Ce n'est pas un magasin de curiosités ordinaire. La clientèle est composée de dignitaires étrangers, de collectionneurs titrés et parfois de courtiers en armes déguisés. Le genre d'établissement où les jupons diplomatiques sont pressés entre des plateaux en porcelaine. Et tu penses que c'est possible de l'espionnage?
je le considère comme probable, surtout compte tenu du départ opportun de M. Marchand pour Vienne 3 jours plus tôt. Quant à Kenley, il était connu pour être plus circonspect. C'est un homme de chiffres, pourrait-on dire, moins enclin à l'extravagance internationale. S'il a été assassiné, la cause ne réside pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il savait. J'allais poser d'autres questions lorsque Madame Hudson frappa et entra, portant une carte sur un plateau d'argent. Holmes la prit et haussa un sourcil. « Tiens, tiens, on dirait que la nouvelle se répand vite. Notre visiteuse n'est autre que Lady Clara Ainsworth, épouse de Lord Horace Ainsworth, sous-secrétaire au commerce extérieur. On y va ?» Quelques minutes plus tard, Lady Ainsworth entra dans le salon enveloppée d'une cape gris orage, son voile partiellement soulevé, révélant une femme élégante aux traits anguleux d'environ 35 ans. Son attitude était marquée par l'urgence contenue de quelqu'un habitué à gérer des affaires délicates. « Monsieur Holmes, commença-t-elle d'une voix basse mais ferme, je viens non seulement en tant que cliente, mais aussi comme une personne dont on ne doit pas parler. L'incident chez Marchand a ébranlé plusieurs cercles d'influence, dont le mien. » Holmes lui fit signe de s'asseoir. « Je vous en prie, parlez librement, Lady Ainsworth. J'ai cru comprendre que vous connaissiez feu Monsieur Kenley, dans une certaine mesure, dit-elle. Mon mari et moi avons acheté plusieurs pièces chez Marchand au fil des ans, mais je crois que Monsieur Kenley et moi n'avons échangé quelques mots qu'à 2 ou 3 reprises. Pourtant, elle marqua une pause, la voix encore plus basse. Il m'a contacté il y a 3 soirs, sans que je le lui demande. Il a demandé un rendez-vous. Il a dit craindre que quelque chose ne passe en contrebande dans la boutique, quelque chose qui ne soit pas de la porcelaine. Lorsque j'ai demandé plus d'informations, il a simplement répondu « Ils ont commencé à utiliser la glaçure ». Les doigts de Holmes tressaillirent légèrement. « Tu utilises le glaçage ?» J'ai supposé qu'il parlait d'une métaphore. J'ai refusé de le rencontrer. Je le trouvais trop anxieux. Mais maintenant qu'il est mort... Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil vers la porte comme si même l'air pouvait l'écouter. « Il fallait que je vienne. Vous avez bien agi, » dit Holmes d'un ton grave. « Vous avez mentionné que d'autres étaient à perturber. J'ai reçu ce matin une note non signée. Elle m'avertissait d'éviter toute enquête plus approfondie sur les affaires de M. Kenley. Elle disait simplement « La porcelaine se casse facilement. » Holmes se leva. « Lady Ainsworth, vous êtes en danger. Vous devez quitter Londres avant la tombée de la nuit. Choisissez un endroit discret et provincial. Je vous informerai quand vous pourrez rentrer en toute sécurité. » La femme parut surprise, mais obéit avec l'efficacité discrète de quelqu'un habitué depuis longtemps à la soumission clandestine. Holmes attendit que la porte se referme derrière elle, avant de se tourner vers moi. « Watson, nous sommes passés d'une mort étrange à l'ombre de quelque chose de bien plus élaboré. Il nous faut désormais considérer que la porcelaine pourrait être un moyen non seulement artistique, mais aussi d'espionnage. Les émaux, Watson, ils sont fabriqués avec des produits chimiques, des oxydes, des minéraux en poudre. Et si quelqu'un utilisait les fours à d'autres fins que la décoration, il tapota à nouveau le code énigmatique d'un doigt fin. Nous commençons par des symboles sur une urne, mais je soupçonne que cette affaire s'étendra des salons de Mayfair au dock de Limehouse et peut-être même au-delà. Nous sommes retournés chez Marchand le lendemain matin, sous un ciel couleur d'étain. La boutique avait été fermée toute la nuit sur l'insistance de Holmes, et un agent de police discret rôdait sous un lampadaire de l'autre côté de la rue, avec l'inattention étudiée de quelqu'un chargé d'observer sans intervenir. Holmes sortit la clé en laiton que Lestrade lui avait remise la veille. « Monsieur Marchand ne devrait pas revenir avant 3 jours, » remarqua-t-il en tournant la serrure. « Cela nous laisse du temps, Watson, pour découvrir quels fantômes peuvent résider dans son four. » L'intérieur de la boutique était calme et frais. Des rangées de vitrines en porcelaine, telles des sentinelles silencieuses, brillaient sous les doux réverbères, des théières de Sèvres, des objets d'exportation chinois et des majoliques italiennes, préservées de la grisaille matinale. Holmes se dirigea immédiatement vers l'arrière-bureau où Kenley avait été retrouvé.
Il ne regarda pas le corps, désormais retiré, conformément aux instructions tardives du coroner, mais la pièce elle-même comme pour s'interroger sur son silence. « Watson, dit-il doucement, quand on examine une scène de crime, n'oublie jamais que l'absence peut être aussi révélatrice que la présence. Commençons par reconstituer les dernières heures de M. Kenley. » Il sortit un petit carnet de sa poche, puis s'accroupit près de la chaise désormais vide où l'homme avait été découvert. Aucun meuble renversé, aucune trace de lutte. L'homme s'est levé ou est resté assis, le temps de graver un message sur l'urne. Cette urne, vous le remarquerez, a été déplacée sur l'étagère derrière nous. « Par qui ?» demandai-je. Holmes désigna une légère tache sur le sol, probablement de l'estrade. Notez l'absence de poussière sous la table. Son déplacement a eu lieu après la mort de Kenley, pas avant. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Le loquet est d'origine et ne présente aucun signe d'effraction. La serrure de la porte est intérieure et possède une ancienne clé à barillet. Aucune trace d'effraction. Ce qui soulève l'inévitable question, comment le meurtrier est-il entré et comment est-il reparti? À moins que, dis-je, ça ne soit jamais parti du tout. Holmes me lança un regard noir. Suggestion intrigante, Watson. Mais pour qu'un homme soit resté caché dans cette pièce toute la nuit, sans être découvert par les agents ce matin, il a dû s'évaporer, comme de la vapeur, ou se dissimuler dans la porcelaine. J'ai ri de l'absurdité. Holmes, cependant, ne souriait pas. Ce n'est pas une plaisanterie. Imaginez, quel meilleur endroit pour cacher un outil, un message, ou même une personne, qu'à la vue de tous, camouflé parmi des distractions. Fragile, aidez-moi à examiner les étagères. Pendant la demi-heure qui suivit, nous parcourûmes méthodiquement la collection. Holmes manipula chaque objet avec révérence, soulevant les couvercles, inspectant les bases, tapotant doucement, avec un diapason pour déceler les irrégularités de hauteur. Enfin, près de la base d'un meuble laqué, il s'arrêta. « Watson, observe. » Il avait retiré une petite tabatière dorée marquée « Vienne du XVIIIe siècle ». Mais le bruit qu'elle produisait lorsqu'on la tapait était sourd, trop sourd. Holmes sortit son canif et ouvrit soigneusement la doublure intérieure. Sous un double fond se trouvait une feuille de papier de riz pliée, légèrement brûlée à un coin. « Qu'avons-nous là » murmura-t-il en le dépliant. « Ah !» Il me le tendit. L'écriture était fine, anguleuse, et dans une langue que je ne reconnus pas immédiatement. Une fine bande de cire cramoisie délavée courait le long du bord inférieur, estampillé d'un sceau volontairement maculé. « Je crois que c'est un code, » dis-je. « De l'allemand, peut-être ?» Holmes hocha la tête. « C'est possible, mais regardez le sceau. » Il sortit une loupe de son manteau et la porta au-dessus de la tache rouge. L'empreinte est incomplète, mais ce motif, Watson, n'est pas arbitraire. C'est l'emblème de la direction du renseignement prussien. Je le fixai du regard. Alors, il s'agit de secrets d'État, ou pire, des erreurs d'État, dit Holmes d'un ton sombre, celles qu'on ne commet pas sans conséquence. Il empocha le billet et se tourna vers l'atelier. Explorons davantage. J'ai le fort sentiment que la véritable importance de cet endroit ne réside pas dans ce qui y est vendu, mais dans ce qui y est cuit. Nous descendîmes au sous-sol, où se trouvèrent les fours et les réserves. L'air se fit plus lourd, chargé d'odeurs de charbon, de poussière et d'une légère odeur âcre de glaçure ancienne. 2 fours massifs se dressaient aux extrémités opposées, leurs bouches béantes comme des bêtes endormies. Des étagères bordèrent les murs, portant des bocaux remplis de minéraux en poudre, de craie, d'oxyde et de silice, de toutes les nuances imaginables. Holmes examina attentivement une rangée de ces bocaux. « Tiens, Watson, lis ces étiquettes. J'ai fait carbonate de cobalt, oxyde d'étain, verre de chrome. Ingrédient standard des céramiques. Et maintenant celui-ci. » L'étiquette était décolorée mais lisible. Pentachlorure d'antimoine. « Ceci, » dit Holmes, « n'est pas un additif ordinaire. C'est un additif volatile, Watson.
utilisé avec parcimonie en métallurgie et en expérimentation, mais jamais dans la porcelaine commerciale. Sa présence ici est très irrégulière. Nous avons trouvé d'autres bocaux similaires, du cyanure de barium, du sulfure de mercure et une fiole non étiquetée contenant une fine poudre argentée. Holmes la souleva avec des pinces et l'examina à la lumière du gaz. Je crois que nous avons découvert un laboratoire clandestin se faisant passer pour un four. Il se retourna, soudain alerte. « Tu entends ça ?» Un léger frémissement retentit au-dessus de nous. Nous restâmes figés. Un pas, deux, puis le silence. Holmes sortit son revolver. « Restez derrière moi. » Nous montâmes l'escalier rapidement mais silencieusement. Holmes ouvrit la porte. Rien. La boutique était calme, mais l'air semblait différent, comme traversé par un courant invisible. Puis je l'ai vu. Une des vitrines avait été ouverte. Holmes se précipita, s'agenouillant près du meuble. Il a disparu. Qu'est-ce que? L'urne Watson, celle avec les symboles gravés. Nous avons regardé autour de nous, mais le voleur avait déjà disparu. Le gendarme dehors n'avait vu personne entrer ni sortir. Holmes se leva, la fureur perçant dans ses yeux. Quelqu'un savait qu'on arrivait. Quelqu'un qui craint ce que Kenley a laissé derrière lui. Il se tourna vers moi avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui a tué Thomas Kenley. Il s'agit de savoir pourquoi cette urne et aucune autre a dû disparaître. Nous sommes surveillés, Watson, et quelqu'un va plus vite que nous. Le lendemain matin n'apporta aucune clarté, seulement un brouillard plus épais et des questions plus obscures. Holmes resta en robe de chambre bien plus longtemps que d'habitude, confortablement installé dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide, rivé sur la pantoufle persane qui abritait son tabac sur la cheminée. Je savais par expérience qu'il ne fallait pas interrompre ces silences. Ce n'était pas de l'inactivité, mais plutôt le silence tendu d'une corde de violon, accordée à l'accord parfait. Je me suis occupé avec les affaires du matin froid jusqu'à ce que Holmes s'éveille enfin. Le vol de l'urne, Watson, commença-t-il sans me regarder, n'était pas un crime impulsif. Il était prémédité, exécuté en toute connaissance de cause. Vous soupçonnez un initié? Je soupçonne, dit-il en se levant et en écartant légèrement le rideau, que notre liste de suspects est bien plus courte que nous l'imaginons. Réfléchissez, qui était au courant pour l'urne? Vous, moi-même, Lestrade, peut-être l'agent de police? Même si sa surprise semblait sincère. Et bien sûr, feu Monsieur Kenley. Mais ajoutez-en un autre à cette liste. Lady Ainsworth? Holmes se retourna haussant un sourcil. Une supposition judicieuse. Elle est la seule hors de notre entourage immédiat à être au courant des inquiétudes de Kenley. Cependant, j'hésite à l'accuser ouvertement. Son avertissement était sincère, sa peur palpable. Non, s'il y a une fausse piste, elle est ailleurs. Il se dirigea vers son bureau et sortit un télégramme du fouillis. Ceci est arrivé il y a 1 heure. Il vient d'un de mes contacts au consulat britannique à Paris. Marchand, le propriétaire, n'est pas à Vienne comme on le prétend. Il est arrivé à Calais hier sous un faux nom et a été vu en train de rencontrer un attaché prussien connu. Puis il a menti sur l'endroit où il se trouvait. En effet. Et cette tromperie en dit long. Au milieu de l'après-midi, nous étions de retour chez Marchand, cette fois accompagnés de l'inspecteur Lestrade qui n'était pas de bonne humeur. « Cette affaire s'embrouille de jour en jour », murmura-t-il, alors que nous étions dans le bureau où Kenley était mort. D'abord le code, puis l'urne disparue. Maintenant, vous me dites que Marchand a menti sur son voyage. Et que me proposez-vous exactement? Que tous les diplomates à Londres soient arrêtés? Holmes, imperturbable, fit un geste vers les étagères. Vous souvenez-vous de l'homme qui a livré une caisse au magasin hier matin, juste après la découverte du corps? Lestrade fronça les sourcils. Un porteur, le coursier habituel du magasin. Il s'appelle Finch, je crois. J'aimerais parler à ce Finch. Il a fallu beaucoup de persuasion et d'enquête auprès de l'entreprise de livraison, mais en début de soirée, un homme nerveux, aux mains calleuses et à l'œil méfiant, se tenait mal à l'aise dans l'arrière-boutique de Marchand. « Je m'appelle Elias Finch, dit-il, le regard perçant.
Je fais des courses pour marchands depuis 5 mois. Des articles fragiles, surtout, toujours emballés avec soin. Holmes s'avança. « Monsieur Finch, vous avez fait une livraison ici le matin où Monsieur Kenley a été retrouvé mort, n'est-ce pas? » « Oui, un ensemble de soucoupes décoratives, vraiment superbes. Elles viennent du conservatoire de Lille. » Holmes se redressa. « Le conservatoire? Pas un exportateur de porcelaine connu? Non, monsieur. Ils ont dit que c'était une commande privée, réservée à Monsieur Kenley. Tu lui as parlé? » Finch secoua la tête. « Je ne l'ai pas vu ce matin-là. La porte était déverrouillée, mais il n'y avait personne devant. J'ai laissé la caisse près de la caisse. La caisse était-elle scellée? Eh bien... » Finch hésita. C'était le cas, mais le côté était un peu fendu. J'ai dit au dépôt de le reconditionner, mais ils ont refusé. Il suffisait de le marquer « fragile » et de faire vite. Holmes échangea un regard avec « moi ». « Merci, monsieur Finch, dit-il. Une dernière question. Avez-vous remarqué quelqu'un d'autre dans le coin, quelqu'un qui traînait ?» Finch se gratta la tête. Il y avait un homme juste en bas de la rue, près du bureau de tabac. Un homme raide, à l'air étranger. Un gant à la main, une canne à l'autre. Il semblait attendre quelqu'un. L'expression de Holmes s'accentua. « A-t-il parlé ?»« Non, monsieur. J'ai juste regardé la boutique. Puis je suis parti. » Après le départ de Finch, Lestrade renifla. « Vous soupçonnez un coursier ?»« Non, » répondit Holmes. « Je soupçonne la caisse. » Il se dirigea vers la réserve où se trouvait la livraison. Holmes l'examina minutieusement. La caisse était encore partiellement fendue à un coin et à l'intérieur se trouvaient 6 soucoupes, délicates, bleu pâle, bordées de dorures. Pourtant, en retournant l'une d'elles, Holmes se figea. « Watson, regarde ça. » Je m'approchai. Sous le vernis de la soucoupe se dessinaient des petits points et traits, à peine visibles, à moins d'être exposés à la lumière. « En morse, dis-je. »« Exactement. Un message gravé avant la cuisson, volontairement émaillé, invisible à l'œil nu. Il a déchiffré rapidement. Vienne. Porte, danseuse de verre. Vendredi. Crépuscule. Un rendez-vous. » T'as dit Holmes. « Mais qu'est-ce que le danseur de verre ?» Lestrade fronça les sourcils. « Ça pourrait être n'importe quoi. Un nom de code. Un vaisseau. Ou, murmura Holmes, une personne. » Juste à ce moment-là, un autre visiteur fut annoncé. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un long manteau de laine aux branches argentées et d'une pointe d'eau de Cologne qui évoquait la richesse. Il se présenta comme Monsieur Arnaud Delacroix, diplomate français et client fréquent de marchands. « Je suis venu dès que j'ai appris le sort du pauvre Kenley, » dit-il gravement. « J'appréciais cet homme, pratique, discret, pas comme marchand. Il est trop extravagant. » Holmes lui a offert du thé et lui a posé des questions polies. Mais j'ai remarqué un changement subtil dans la manière d'agir de Holmes. Il observait plus qu'il ne s'enquérait. Delacroix parlait avec aisance, mais lorsque le sujet dérivait vers la caisse du conservatoire, ses doigts se resserrèrent, légèrement sur le bord de sa tasse de thé. « Je ne sais rien de cette cargaison, » dit-il trop vite. Holmes eut un léger sourire. Personne ne l'a suggéré. Après le départ de Delacroix, Holmes se rassit. « Watson, Lestrade, ne vous y trompez pas. Delacroix cache quelque chose. Sa connaissance de cette caisse n'est pas fortuite. » « Vous le soupçonnez ? » « Je soupçonne qu'il en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre. Mais pas encore le meurtrier. Non, c'est un pion ou peut-être un complice involontaire. Alors, qui a volé l'urne ?» Holmes regarda par la fenêtre. « Cela, Watson, reste la question centrale. Mais je commence à distinguer la forme de la main qui l'a soulevée. Cette nuit-là, Holmes faisait les 100 pas. Le tic-tac de l'horloge de la cheminée se mêlait au murmure du brouillard sur nos fenêtres de Baker Street. Minuit était venu et passé, et il continuait à arpenter la pièce, l'ombre de sa silhouette traversant la lumière du gaz, tel un métronome de pensée. Je m'étais habitué à ses habitudes nocturnes, mais son silence ce soir-là était particulièrement marqué.
Il évoquait moins celui d'un penseur perdu dans ses pensées que celui d'un homme au bord d'une conclusion vaste et périlleuse. « Watson, dit-il enfin s'arrêtant brusquement, comment pensez-vous qu'on pourrait cacher une carte sans encre, sans parchemin et sans tracer une seule ligne ?» J'ai levé les yeux de mes notes. « Cacher une carte? Tu veux dire un code? » « Non, non, dit-il en agitant la main. Pas un message au sens linguistique du terme. Une vraie carte, des coordonnées, des positions, pas codées en lettres. Ou en chiffres, mais en substance. J'ai bien peur de ne pas vous suivre. » Il s'assit, les doigts croisés. « Regardez la porcelaine, Watson. Regardez les glaçures. Que sont-elles, sinon des couches de lavis minérale, appliquées en quantités exactes, cuites à des températures spécifiques, donnant des couleurs aux nuances précises. Imaginez, un instant, que ces couleurs n'aient pas été choisies pour des raisons esthétiques, mais comme indicateurs. Tu veux dire les couleurs eux-mêmes? Quels sont les codes? Exactement. » Il se releva d'un bond, revigoré. « Vous avez vu les soucoupes de l'île. La glaçure bleue était trop pure, l'or trop épais pour une simple ornementation. Ce n'était pas une simple décoration, c'était une formulation, une empreinte scientifique. Chaque pigment désigne un composé, chaque pièce un échantillon. Et lorsqu'on l'aligne avec d'autres, le motif révèle... » Il s'arrêta net. Son regard, soudain illuminé par la révélation, se porta sur son bureau. Il fouilla dans une pile de papier et en sortit le message codé que Kenley avait gravé sur l'urne en porcelaine. D. 4, O, P, l'air 3. Holmes le compara avec l'inventaire chimique du sous-sol de Marchand en marmonnant dans sa barbe. Delta, 4, Omicron. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des étiquettes. Des codes de rayonnage peut-être. Ou, oui, Watson, ce sont des programmes de four. Il prit un crayon et griffonna rapidement, recoupant les ingrédients utilisés dans chaque lot de glacis. Lorsqu'il eut terminé, il fixa le papier pendant de longues secondes, puis le plia calmement et le glissa dans sa poche. Je me suis penché en avant. « Tu as résolu le code? »« En partie, » répondit-il. « Mais sa signification, c'est « conséquence ». Je dois encore la vérifier. Et pour cela, nous devons rendre visite à quelqu'un qui en sait bien plus qu'il ne l'avoue. « Marchand? »« Non, » répondit Holmes avec un léger sourire. « Marchand est toujours à l'étranger. Mais quelqu'un dans son entourage a commis une erreur, si infime qu'elle ne pouvait être décelée qu'à la loupe. Il y a une faille dans cette histoire, Watson, et à travers elle, je commence à entrevoir la vérité. » Le lendemain matin, nous traversions St. James's Park, sous des nuages bas. Holmes avait pris rendez-vous avec un certain Dr. Emile Wetherbee, minéralogiste et expert en céramique, mandaté occasionnellement par le British Museum. L'expertise de Wetherbee en matière de technique de porcelaine européenne est inégalée, expliqua Holmes alors que nous entrions dans une modeste maison de ville près de York Street. Si quelqu'un manipule des glaçures pour y insérer des informations ou pour contrebande, il sera le seul à le détecter. Le docteur Wetherbee était un homme trapu et chauve, dont les yeux brillaient derrière des lunettes à monture dorée. Il nous accueillit dans un bureau regorgeant de tessons, de fours et de délicats fragments de poterie exposés tels des ossements d'animaux disparus. Holmes ne perdit pas de temps. Il déposa 2 soucoupes de la caisse Marchand sur un tissu de velours et en sortit une 3e, acquise la veille au fond du stock Marchand. Ce 3e plat était de conception ordinaire, mais Holmes le jugeait crucial. « J'ai besoin d'une analyse comparative, » dit-il. « Plus précisément de la composition de l'émail, traces de métaux, résidus de cuisson, toute anomalie. » Wetherbee s'attela à la tâche avec un plaisir visible. Il enfila une loupe, mesura des échantillons avec une pince à épiler, puis disparut dans une pièce attenante où résonnèrent le sifflement d'un chalumeau et le léger cliquetis des outils. Nous avons attendu. Après presque 1 heure, il est revenu tenant un bloc-notes rempli d'observations. Ces 2-là, il désigna les soucoupes de la caisse,
ne correspondent pas à un émaillage français classique. Ils contiennent des traces plus importantes de barium et autre chose, du sulfure de chrome. Très rare, potentiellement dangereux, mais ce troisième échantillon, il souleva le plat ordinaire qu'Holmes avait apporté. Il correspond à ceux-là parfaitement. Même composition anormale, Holmes sourit, même si celui-ci n'était pas marqué comme faisant partie de la cargaison de l'île. Exactement. Quelqu'un l'a utilisé localement avec le même composé. Ils avaient accès aux mêmes matériaux et aux mêmes connaissances. Holmes se tourna vers moi. Alors nous savons que notre saboteur travaillait chez Marchand, et non à l'étranger. Quelqu'un qui avait accès à la formule et au four. Kenley? Les yeux de Holmes se plissèrent. Ou quelqu'un que Kenley a découvert. De retour à Baker Street, Holmes reprit sa chaise à réfléchir. Son violon était resté intact, dans un coin, mais je voyais ses doigts tressauter, comme s'ils avaient de mal à l'idée de pincer un seul accord révélateur. J'ai osé avec prudence. Croyez-vous que Delacroix pourrait être impliqué? Holmes ne répondit pas immédiatement. C'est un diplomate. Sa présence est délibérée, son absence étudiée. Mais il n'est ni chimiste ni potier. Non, il est un agent de liaison, un pont entre les initiateurs du projet et ceux qui en bénéficient. Alors qui? Je soupçonne... Il marqua une pause, pesant le moment. Non, mieux vaut que je ne dise rien avant d'en être sûr. Il reste un dernier test à faire. Il se leva brusquement. Je dois faire un tour au dock de Limehouse. Il y a un navire là-bas, le Hohenzollern, qui a fait escale 2 jours avant la mort de Kenley. Il apparaît dans le registre des douanes sans aucune cargaison répertoriée. Ceci, Watson, n'est pas une simple omission, c'est une invitation. Dois-je t'accompagner? Non. J'ai besoin de toi ici. Va au British Museum. Examine les acquisitions récentes de Marchand, en particulier celles étiquetées série héraldique ou crestware impérial, date du catalogue, vendeur et destinataire. Et Watson, oui, ne parlez à personne des soucoupes ou de l'urne, la porcelaine. Elle-même a des oreilles. Il disparut dans la brume londonienne, son manteau tourbillonnant comme de la fumée. Je restai seul dans le salon, le cœur battant à tout rompre, sachant que Holmes était plus proche de la vérité qu'il ne le laissait paraître, et pourtant, il choisissait le silence, comme toujours lorsqu'il craignait l'orage imminent. Le lendemain était teinté d'une sorte de grisaille qui semblait avoir été grattée dans le ciel par une main invisible. Je revenais du British Museum, avec un dossier de notes hâtivement rassemblé sous le bras. Pourtant, à mon arrivée, je trouvais Baker Street étrangement silencieux. Pas de fumée s'échappant de l'âtre, pas de traces de Holmes feuilletant l'index ou pinçant distraitement son violon. Seul le tic-tac de l'horloge et le silence subtil, presque accusateur de son absence. J'ai posé mes trouvailles sur la table et j'ai attendu. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Enfin, des pas dans l'escalier, Holmes entra, non pas avec son énergie vive habituelle, mais avec une étrange immobilité prudente. Son manteau était humide de la brume de la rivière, et une petite entaille sur sa joue, presque dissimulée sous sa barbe pâle. « Holmes, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été suivi, » dit-il en retirant lentement ses gants. Et pas par un amateur. Il accrocha son manteau près de la porte et jeta un bref coup d'œil aux notes que j'avais rassemblées. Nous en discuterons bientôt. D'abord, ce que j'ai vu à Limehouse. Il versa une mesure de cognac, mais ne s'assit pas. Le Hohenzollern CU n'est pas un navire commercial. C'est un navire de courrier diplomatique, apparemment sans manifeste et protégé par pavillon prussien. Son équipage est clairsemé, mais sa cale est remplie non pas de marchandises, mais de caisses de porcelaine, chacune portant l'emblème de la commission héraldique teutonique. J'ai ressenti un frisson, le même que le Imperial Crestware, que j'ai reproduit au musée. Holmes acquiesça. 4 pièces sont arrivées le mois dernier et ont été discrètement acquises par un collectionneur anonyme par l'intermédiaire d'un intermédiaire chez Sotheby's.
Leur émail correspondait au profil chimique des soucoupes. Le motif est clair. La porcelaine est le contenant, mais la véritable cargaison est l'information. Chaque envoi est un message, caché dans les composés, les couleurs, et peut-être dans les subtiles imperfections de la cuisson. Ceux qui possèdent la bonne clé peuvent les lire aussi clairement qu'une carte. « Et Kenley » demandai-je. « Est-ce qu'il a découvert ça ?» Sans aucun doute. Et cela lui a coûté la vie. Holmes s'assit enfin, étirant ses longs doigts sur les accoudoirs du fauteuil. Il resta silencieux un instant, puis ajouta « Et il n'était pas le dernier. Que veux-tu dire ?» Holmes leva lentement les yeux. « Watson, il y a eu un deuxième décès. » Je l'ai regardé fixement. « OMS, Elias Finch, le coursier. » J'ai senti le souffle quitter mes poumons. Il a été retrouvé ce matin dans un entrepôt près d'East India Dock Road, écrasé sous le poids d'une caisse renversée destinée à marchands. Accident? Holmes secoua la tête. La caisse était posée sur une fausse plateforme, volontairement piégée. Dès qu'il l'ouvrit, la pile s'effondra. Mais pourquoi le tuer? Parce qu'il s'est occupé de la cargaison de l'île, parce que quelqu'un craignait qu'il se souvienne de quelque chose. Un visage, une signature, un détail qui pourrait démêler leur savante toile. Holmes se releva, son énergie fébrile revenue. Il y a une tendance, Watson. Un délicat réseau de silence tissé à travers les couloirs diplomatiques, comme dans les ruelles londoniennes. Et il se referme. J'ai ouvert mes notes. Au musée, j'ai découvert 2 autres objets intéressants. D'abord un vase acheté le mois dernier par un certain Lord Delgrave, livré directement par marchand. Sa glaçure, comme les autres, présente des traces chimiques anormales. Ensuite, un fragment de tasse à thé cassé, catalogué sous la rubrique « Objets divers ». La pièce portait une série d'initiales légèrement gravées sous la glaçure. Cess Holmes se figea en plein pas. « Montre-moi », je lui ai tendu le mot. Il l'a étudié attentivement. « HH. Ce n'est pas une signature, murmura-t-il. C'est une désignation. Un chiffre dans le chiffre héraldique des Hohenzollern. Un marqueur pour indiquer que la pièce contient des renseignements exploitables. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda le brouillard qui dérivait, perdu dans ses pensées. Finch est parti. Kenley réduit au silence. L'urne volée. Et maintenant, ça. La question n'est plus quoi est transmise, mais OM s'orchestre les transmissions. Et où le prochain coup tombera, dis-je. Holmes se retourna. En effet. Juste à ce moment-là, on frappa violemment à la porte. Madame Hudson entra un instant plus tard avec une enveloppe scellée. Messager spécial, monsieur. Aucun nom n'a été donné. Holmes l'ouvrit rapidement et le lut, son expression s'assombrissant. Vous êtes intelligent, monsieur Holmes, mais pas invincible. La porcelaine se brise facilement. Arrêtez-vous, sinon d'autres se briseront aussi. Un ami du feu. Il me l'a tendu en silence. Une menace? Demandai-je, la voix rauque. Pas seulement ça, dit Holmes. Une confirmation. Ils savent que je suis proche. Il récupéra la note codée que Kenley avait gravée sur l'urne et la plaça à côté de la nouvelle lettre. Watson, nous ne recherchons plus un seul tueur. Nous traquons un réseau criminel, un réseau doté de multiples protections et de connexions au plus haut niveau. Je ne dis rien regardant ses yeux parcourir à nouveau les symboles, puis quelque chose a changé. Holmes se pencha soudainement et tapota le delta des symboles. Ce symbole n'est pas seulement une lettre grecque. Il apparaît également en poterie comme symbole de la cuisson de réduction. Un procédé de cuisson qui modifie radicalement la couleur de la glaçure. C'est là le lien. À quoi? Dans l'atelier, Watson. Celui qui a composé ces émaux, qui a choisi leur combinaison, doit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement des fours, et je pense que nous l'avons déjà vu. Qui? Demandai-je. Mais Holmes ne répondit pas. Il se tourna vers son bureau et écrivit une seule ligne dans son carnet. Puis il déchira la page, la plia et la scella avec de la cire. « À livrer », dit-il doucement, « en cas de décès. » Holmes. Il a croisé mon regard. « Nous,
Entrons dans le dernier mouvement de cette composition, Watson. Et les notes ne sont plus jouées par des instruments, mais par des vies. Le silence qui suivit fut profond. Dehors, un épais brouillard recouvrait Londres, dissimulant ses secrets, sous un voile de pâles mensonges et de morts silencieuses. À l'intérieur, Holmes se préparait méthodiquement, silencieusement, à une confrontation qu'aucun de nous ne pouvait encore entrevoir, mais que nous sentions tous deux approcher comme un coup de poignard dans l'obscurité. Le lendemain, soir, Holmes sortit de sa chambre de Baker Street, vêtu comme un horloger âgé, le dos voûté, les cheveux grisonnants de poudre et un pince-nez en équilibre précaire sur le nez. Un volumineux manteau de laine dissimulait la précision nerveuse de sa silhouette, et il portait une petite sacoche remplie, je présume, d'instruments d'illusion plus que d'horlogerie. « Holmes, dis-je, je suppose que je devrais être habitué à cela maintenant, mais cela ne cesse jamais de m'étonner. » Il se redressa légèrement, une lueur malicieuse illuminant son déguisement. « Watson, si notre adversaire se livre à la tromperie, il serait impoli de ma part de ne pas lui rendre l'appareil. Ce soir, je me présenterai chez Marchand en personne M. Ézéchias Gall, un spécialiste de l'horlogerie avec un intérêt pour la porcelaine décorative, en particulier les pièces émaillées avec des composés sélectifs, si vous suivez mon sens. Vous les appâtez. Je leur donne une chance, dit-il avec une gravité tranquille. Une chance d'agir. On verra bien qui mordra à l'hameçon. Il partit sans un mot, disparaissant dans le brouillard londonien tel un fantôme. Je le suivis de loin. Il m'avait demandé de rester invisible, mais suffisamment près pour témoigner. Je pris position dans l'ombre en face de Marchand, près d'une épicerie condamnée, mon revolver caché sous mon manteau. De là, je pouvais voir la lueur des lampadaires à gaz et la silhouette voûtée de M. Gall boitant à l'intérieur. À l'intérieur, Holmes se présenta au commis. Un homme, pâle et nerveux nommé Percival Mott, que nous avions récemment remarqué. Mott parut d'abord indifférent, mais lorsque Holmes mentionna son intérêt pour les glaçures préparées en cuisson par réduction, le jeune homme se raidit. « Nous ne faisons pas de publicité pour ce genre d'article », a déclaré Mott en jetant un coup d'œil vers l'arrière-boutique. Holmes, fidèle à son personnage, sourit vaguement. « Bien sûr, mais on m'a dit que M. Marchand s'occupait de ces commandes spéciales. Je serai prêt à payer pour sa discrétion. » Mott marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Attends ici. » Je l'ai vu disparaître dans le bureau. Quelques instants plus tard, il est revenu et a fait signe à Holmes de le suivre. J'ai traversé la rue sous prétexte d'allumer une cigarette, m'approchant suffisamment pour les apercevoir disparaître derrière le rideau. À l'intérieur, Holmes se retrouva conduit dans un entrepôt qu'il avait déjà exploré. Mais cette fois, le mur opposé au four avait été ouvert, révélant un escalier étroit descendant plus loin sous terre. Un showroom privé, a déclaré Mott, uniquement pour les clients de confiance. Holmes descendit lentement, les nerfs à vif. Au rez-de-chaussée se trouvait une pièce basse de plafond bordée d'étroites étagères. Sur chacune se trouvait une porcelaine, vase, tasse, assiette, marquée non pas d'étiquette de prix, mais de chiffres romains et de points gravés dans la glaçure. Holmes a inspecté un marqué Z. Très bien. Mott esquissa un sourire pincé. Ce n'est pas pour décorer. Je m'en doutais, dit Holmes, abandonnant son rôle. Mott se figea. Holmes se redressa, sa voix retrouvant son naturel. Votre visage en dit plus que votre bouche, monsieur Mott. L'employé fit un geste brusque, mais Holmes fut plus rapide. Il saisit le poignet de Mott et sortit un revolver fin de son manteau. Vous allez maintenant avoir la gentillesse de me conduire à l'homme qui est véritablement derrière cette opération. Le visage de Mott perdit toute couleur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Oh, je vous l'assure. Et si vous n'obtempérez pas, vous comprendrez bien moins que ce que je permettrai à Scotland Yard de vous expliquer en garde à vue. Mott hésita, puis hocha lentement la tête. Il est en haut, dans la salle d'exposition, il est arrivé ce matin. Holmes le fit remonter les escaliers et le conduisit dans l'atelier,
mais il trouva la pièce vide. « Parti, » murmura Mott. « Il attendait. Il a dû nous voir descendre. » Holmes jura dans sa barbe et pressa le canon de son revolver contre le dos de Mott. « Alors je suppose que tu devras tout me dire toi-même. » 1 heure plus tard, dans une arrière-salle de Scotland Yard, Holmes et moi étions assis en face de Mott tandis que Lestrade planait à proximité, griffonnant des notes furieuses. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, » répéta Mott pour la 3e fois. « Ce n'est pas de la contrebande, c'est de la guerre diplomatique. »« Alors aidez-nous à l'arrêter, » dit Holmes froidement. « Nom, lieu, date. L'histoire est sortie en morceaux. Marchand servait de point de distribution de porcelaine codée depuis près d'1 an. Les messages étaient intégrés aux formules de glaçure, transférés sur des pièces haut de gamme et expédiés par courrier diplomatique aux ambassades et aux postes de renseignement à travers l'Europe. Le système était quasiment infaillible. Les codes étaient quasiment impossibles à détecter sans connaître les composés utilisés et les programmes de cuisson appliqués. Seule une poignée d'artisans savait fabriquer de telles pièces. Mott avait été engagé non pour sa loyauté, mais pour son silence. « Et Kenley ?» demandai-je. Mott hésita. Il n'y participait pas, mais il commença à remarquer des irrégularités dans les commandes de fourniture. Marchand tenta d'acheter son silence. Devant son refus, la commande fut passée. De qui? Je ne connais pas son vrai nom. Il s'appelle le compositeur Hill, dicte les formules de glacis comme une partition. Il les envoie par fragments, chacun marqué d'un symbole. Holmes me lança un regard perçant. Le code sur l'urne. Mott hocha la tête. C'était une de ses séquences. Kenley a dû la copier. Mais s'il avait compris ce que ça signifiait, ça aurait suffi. Lestrade avait l'air sombre. « Savez-vous où se trouve ce compositeur ?» Mott secoua la tête. « Il ne nous rencontre jamais en personne. Mais une livraison est prévue pour demain soir. Une grosse commande de faïence destinée à un manoir de Hampstead. Le client est Lord Delgrave. » Holmes se leva. « Ensuite, on va à Hampstead. »« Mais vous avez dit Delgrave ?» commençai-je. Holmes m'interrompit. « Oui, un collectionneur, mais peut-être pas seulement d'antiquités. Le compositeur est peut-être plus proche qu'on ne le pense. » De retour à Baker Street, Holmes retira son déguisement et resta assis en silence près de l'âtre. Le message que Mott avait griffonné sur un bout de papier reposait sur la table entre nous. Livraison. 19h15 vendredi. Hampstead. Delgrave Estate. Pas de nom. Pas de question. Le code est clair. Holmes regarda les flammes. « Voici l'ouverture, Watson. Demain, l'orchestre jouera. » La route de Hampstead s'enroulait comme un ruban noir sous les roues du taxi, luisant dans l'humidité hivernale. Holmes était assis à côté de moi, immobile, le bord de son chapeau baissé, le regard fixé non pas sur le paysage, mais sur quelque chose au-delà, là où les fils de ses déductions se tordaient et se nouaient dans son esprit. « Êtes-vous certain que Delgrave est le compositeur ?» demandai-je. « Non, » répondit-il sèchement. « Mais c'est lui qui présente la symphonie. Reste à savoir s'il en a écrit la partition. » Nous arrivâmes au manoir Delgrave, juste après le coucher du soleil. Un vent froid soufflait de la lande, secouant les arbres nus comme pour nous avertir. Le domaine était une imposante étendue géorgienne, dont la façade était encadrée de grilles en fer, et dont la pelouse givrée semblait rejeter toute chaleur. Nous fûmes accueillis à la porte, non pas par Lord Delgrave lui-même, mais par un intendant qui, visiblement irrité, nous informa que le lord était indisposé par les affaires d'État. Holmes se contenta de nous remettre une carte de visite portant son nom. Monsieur Quentin Virélian, un courtier en art fictif, auquel Holmes avait fait appel lors d'enquêtes passées, et demanda une visite privée de la collection de porcelaine de Delgrave. Quelques instants plus tard, nous fûmes conduits dans un vaste salon, éclairé par 2 cheminées crépitantes et bordées de vitrines. Là, exposés avec une sobriété majestueuse, des dizaines d'objets en porcelaine. Vases, tasses à thé, plats, tabatières. Un véritable musée d'artisanat continental.
Delgrave entra peu après, impeccablement vêtu et posé, ses cheveux, argentés, coiffés en arrière comme une marée qui se retire. Il tendit une main, que Holmes serra avec une douceur trompeuse. « Je vous prie de m'excuser pour le retard, » dit Delgrave. « J'étais, disons, en correspondance avec Berlin. »« La capitale ou le compositeur ?» demanda Holmes d'un ton léger. Le sourire de Delgrave se figea en plein mouvement. « Pardon ? On me dit que la symphonie moderne est devenue hautement interprétative, » poursuivit Holmes en parcourant la pièce et en examinant un vase bleu cobalt. Plus de code que de composition. Des messages peut-être gravés dans la glaçure et transmis silencieusement au-delà des frontières. L'expression de Delgrave ne changea pas, mais je remarquai que son pouce droit tremblait très légèrement contre sa paume. « J'espère que vous ne faites pas référence à ma modeste collection, » dit-il. « Au contraire, » répondit Holmes en se retournant brusquement. « Je crois que votre collection est tout sauf modeste, et je crois que vous avez orchestré un réseau secret d'informations, militaires et diplomatiques, sous couvert de trafic d'art, utilisant votre patrimoine non seulement comme une vitrine, mais aussi comme le nœud d'une conspiration bien plus vaste. Monsieur Virélien, » dit Delgrave avec un rire sec, « vous êtes soit un génie, soit un fou. » Holmes retira son chapeau. Sherlock Holmes, ce dernier point n'a pas encore été confirmé. À ce moment-là, une porte dissimulée derrière l'une des armoires s'ouvrit avec un bruit sec. Un homme portant des lunettes et une veste de majordome en sortit, surpris par notre présence. « Ah, » dit Holmes, « et voici peut-être notre chef d'orchestre. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, et il tourna les talons. Mais Lestrade et deux agents entrèrent par l'entrée arrière avec une efficacité éprouvée, bloquant la sortie. « Vous êtes Wilhelm Körner, » dit Holmes, « un chimiste, renvoyé de l'université de Königsberg pour avoir effectué des tests illicites sur des glaçures céramiques. Vous vous cachez ici, sous la protection de Delgrave, coordonnant les séquences de formules transmises par Marchand. Vous êtes le compositeur. » Körner ne dit rien. Il regarda Delgrave, qui se contenta de soupirer. « C'était inévitable, » murmura Delgrave. « Voyez-vous, docteur, c'est le prix du génie. Tôt ou tard, on écoute trop attentivement. » Lestrade s'avança. « Vous êtes tous deux en état d'arrestation, soupçonnés de trahison, de complot en vue de transmettre des informations classifiées à des agents étrangers et du meurtre de Thomas Kenley. » Delgrave se tourna vers Holmes avec la même expression égale qu'il avait portée lors de notre première rencontre. « Vous croyez avoir gagné quelque chose ici ?» Holmes ne dit rien. Delgrave poursuivit. « Vous avez stoppé cette expédition ? Oui. Mais il y en a d'autres, des éléments déjà en circulation, déjà déchiffrés. Les renseignements ne disparaissent pas avec le titre d'un homme. Vous avez simplement ralenti le mouvement. J'en suis bien conscient, » répondit froidement Holmes. « Mais même une symphonie doit marquer des pauses entre chaque mouvement. Et vous, Lord Delgrave, vous trouverez ce silence assourdissant. » Körner et Delgrave furent escortés dehors. Holmes s'approcha d'une des caisses fermées et souleva délicatement le couvercle. À l'intérieur, enveloppé de soies et de paille, se trouvait un service de table complet. Assiettes, tasses, soucoupes, le tout peint de scènes de la mythologie nordique. Holmes a inspecté une plaque représentant les corbeaux d'Odin. « Voilà, » dit-il en désignant le socle, « un cercle de minuscules points sous la glaçure. Chacun correspond à un caractère en morse. Körner a codé le placement des troupes, les clés de chiffrement et même les noms des agents. Magnifique. Travail, Watson, est totalement malveillant. » Il fit signe à Lestrade de prendre les pièces comme preuve. En quittant le domaine, je me suis tourné vers Holmes. « Pourquoi Körner s'est-il trahi ?»« Il ne l'a pas fait, » répondit Holmes. « C'est le plancher qui l'a fait. »« Tu reviens ?» Dans le hall du fond, les planches près du cabinet étaient éraflées. Plus que ne le laissait supposer la démarche du domestique. Quelqu'un pénétrait fréquemment dans cette pièce secrète. Delgrave a du personnel, mais la démarche de Körner était singulière, précise, anxieuse. Il était le seul à l'utiliser.
Nous sommes montés dans la cabine, le manoir s'éloignant derrière nous. Je pensais à Delgrave, le compositeur, dis-je. Holmes secoua la tête. C'était l'éditeur. Körner écrivait la musique. Delgrave se contentait de vendre les billets. Nous avons roulé en silence pendant un certain temps. Puis Holmes dit doucement « Kenley avait raison de les craindre. Il voyait clair. C'est ce qui le rendait dangereux. »« Et l'urne ?» demandai-je. Il n'était pas destiné à survivre. Körner avait l'intention de le détruire après avoir déchiffré le message lui-même. Mais Kenley a agi le premier. Il a gravé la clé sous le récipient, sachant que la glaçure la préserverait, voire la cacherait. Ce fut son dernier défi. Et une brillante, dis-je. Holmes hocha la tête. Un message dans la mort. Un témoignage que la vérité, telle la porcelaine, peut se fissurer mais pas se briser. Les gros titres dans le Morning Post le lendemain, il n'était fait aucune mention de Lord Delgrave, de Wilhelm Körner, ni des émaux codés qui avaient discrètement voyagé à travers l'Europe sous l'éclat d'inoffensives tasses à thé. À la place, un bref paragraphe en page 6 rapportait la fermeture temporaire de la maison de porcelaine Marchand en raison d'irrégularités à l'importation, évoquant des enquêtes douanières et des litiges commerciaux de routine. Routine, ai-je dit à voix haute dans notre salon, le papier crépitant dans mes mains. C'est une façon de le décrire. Holmes, assis en face de moi, en robe de chambre, ne répondit pas. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente. Pendant que je m'étais réfugié dans quelques heures de rêves agités, il était resté assis, le dos droit, près de l'âtre, les yeux fixés sur le fragment de porcelaine posé sur la cheminée, vestige de la dernière pièce récupérée de la collection Delgrave. Dans cette fracture capillaire, Holmes semblait voir l'affaire entière se refléter, aussi nette qu'un fil de rasoir. Je me demande, dis-je après un moment, si nous avons vraiment démasqué toute l'opération, ou si nous avons simplement coupé une branche d'un arbre plus grand. Holmes leva lentement les yeux. « Ce n'était pas un arbre, dit-il. C'était un treillis, interconnecté, autoportant et conçu pour être opaque sous tous les angles. Un treillis de secret. » Il se leva et récupéra le fragment, le faisant tourner doucement entre ses doigts. C'étaient des artisans, Watson, pas seulement par leurs matériaux, mais aussi par leur capacité à tromper. Après tout, l'émail est une sorte de déguisement. Il dissimule ce qui se cache en dessous. Et Körner comprenait ce principe mieux que quiconque. C'était un homme brillant, dis-je, perverti par ses convictions. La conviction sans conscience est un matériau dangereux, répondit Holmes, plus dur que l'acier et tout aussi fragile sous la pression. On frappa à la porte. Madame Hudson apparut, tenant une enveloppe sur un plateau d'argent. « Encore un pour vous, monsieur Holmes. Pas d'adresse de retour. » Holmes l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier crème, écrit à la main, en cursive soignée. « Vous avez brisé le four, monsieur Holmes, mais vous n'avez pas détruit le feu. D'autres reprendront la roue. D'autres émailleront à nouveau. Aucune signature. Je l'ai vu le lire 2 fois, le plier avec précision et le jeter dans les flammes. »« Tu t'attendais à ça ?» demandai-je. « Je m'attendais au silence, » a-t-il dit. « Mais les menaces ont leur propre vérité. Elles sont la reconnaissance d'une vulnérabilité. Nous avons repris notre matinée en silence, le feu brûlant doucement, le thé refroidissant dans ses tasses. Plus tard dans la journée, l'estrade nous a présenté le rapport final. Delgrave, accusé d'accusations trop lourdes politiquement, pour être poursuivi publiquement, avait été discrètement transféré dans une résidence diplomatique du Sussex. Körner, quant à lui, avait été placé en détention provisoire dans une cellule privée à Wandsworth, sous un pseudonyme. Les pièces codées avaient été conservées dans un coffre-fort gouvernemental, avec des dossiers détaillés compilés par Holmes lui-même. Il se murmure, dit Lestrade d'un ton sombre, que le Parlement choisirait de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. Certains ministères préféreraient que toute l'affaire soit oubliée. Holmes hocha la tête, comme prévu. Lestrade me jeta un coup d'œil, puis revint à Holmes. « Tu n'es pas en colère ? Je ne suis pas surpris. Vous avez accompli l'impossible. »
démanteler une conspiration. Et maintenant, ils vont tout balayer sous le tapis. Holmes se tourna vers la fenêtre, sa voix plus basse que d'habitude. La justice ne se résume pas toujours à un verdict. Lestrade. Parfois, c'est une interruption. Parfois, c'est un retard. Et parfois, c'est simplement savoir que quelqu'un nous observe. L'inspecteur partit peu après, le front lourd et la conscience encore plus lourde. Ce soir-là, Holmes et moi avons fait une promenade le long de l'embankment. Le brouillard recouvrait la Tamise comme une gaze, et les péniches filaient en silence. Quelque part dans l'obscurité, une horloge sonna 7 heures. « Tu ne m'as jamais dit, dis-je, ce que Delgrave espérait en tirer. Était-ce de l'argent, du pouvoir ?» Holmes resta silencieux un moment, puis dit « Héritage, influence. » Il ne se considérait pas comme un traître, mais comme un chef d'orchestre, équilibrant les nations grâce à des informations cachées. Il croyait que s'il pouvait contrôler ce que les autres savaient, il pourrait empêcher ce que d'autres pourraient faire. Un fantasme dangereux. Le plus dangereux, dit Holmes. Celui qui est enveloppé d'ambition morale. Nous nous sommes tournés vers la statue de bronze de Blake et avons fait notre chemin du retour. Avant de retourner à Baker Street, nous nous sommes arrêtés sur les marches surplombant la rivière. Il y a une certaine tristesse là-dedans. Ai-je admis, Holmes haussa un sourcil, que les plus belles œuvres d'artisanat humain, vases, tasses à thé, urnes, ont été transformées en armes. Oui, dit Holmes, mais souvenez-vous de ceci, c'est aussi la beauté qui les a trahis, le scintillement du vernis, la précision du travail, c'est leur propre élégance qui les a révélés. Une arme vulgaire aurait pu passer inaperçue. Nous sommes restés silencieux. Plus tard, de retour à Baker Street, Holmes nous servit à tous les deux une mesure de cognac. Nous bûmes en silence, tandis que le feu se réduisait à des braises. « Pensez-vous, demandai-je au bout d'un moment, que Delgrave reviendra, ou quelqu'un d'autre comme lui? Sans aucun doute, dit Holmes, mais ils auront appris quelque chose. Que le four, une fois refroidi, conserve la mémoire du feu, et peut-être que la prochaine fois, les fissures apparaîtront plus tôt. Il se leva et tapota doucement le manteau. Le fragment de porcelaine vacilla légèrement, mais ne tomba pas. « C'est la nature de la porcelaine, dit-il, plus résistante qu'il n'y paraît, mais jamais invulnérable. Je l'ai regardé retourner à sa chaise et fixer les flammes. Et moi, je le savais. L'affaire était close. Les coupables avaient été identifiés, le complot démantelé. Mais dans cette pièce silencieuse au-dessus de Baker Street, nous avions une fois de plus appris que la vérité peut revêtir plusieurs facettes. Certaines, comme la collection de Delgrave, étaient décoratives, d'autres forgées par la chaleur et dissimulées sous un vernis, mais aucun, pensais-je, n'était hors de portée du regard de Holmes. L'hiver s'approfondissait sur Baker Street, le brouillard devenait de moins en moins clément, rampant bas et épais le long des pavés tel un prédateur las, absorbant son et couleur avec la même indifférence. Notre cas, ce que j'intitulerai plus tard le code gravé dans la porcelaine, avait selon toute apparence pris fin. Aucun titre n'a fait la une des journaux, aucun hommage public n'a été rendu, seul le silence régnait, accompagné du soulagement vague et inexprimé qui suit souvent l'effondrement évité de justesse de quelque chose d'immense et d'invisible. Holmes supporta tout avec son détachement habituel. Pendant 2 jours, il quitta à peine l'appartement. Il refusait petit déjeuner et déjeuner, se levait à des heures indues et jouait du violon jusque tard dans la soirée. Non pas les mélodies brillantes et précises de Bach ou de Paganini, mais d'étranges morceaux improvisés qui erraient en demi-ton comme des pensées perdues tournant autour d'un égout. Je m'inquiétais, même si je savais qu'il valait mieux ne pas le dire. Il a finalement parlé le 3e matin. J'ai réfléchi à la thermoluminescence, Watson. J'ai levé les yeux de mes notes. Et toi? Oui. Il se tenait près de la cheminée, tapotant distraitement sa main avec un pinceau fin. C'est une méthode utilisée par les archéologues pour dater les poteries. Lorsqu'une pièce de céramique est chauffée, les électrons piégés dans sa structure minérale libèrent de la lumière. Cette luminosité indique l'âge.
Fascinant, dis-je, sans savoir où cela allait mener. Il regarda le feu. Imaginez, un récipient, se souvenant de son dernier feu, comme si même l'argile portait son histoire, rougeoyant silencieusement longtemps après avoir rempli sa fonction. « Est-ce toujours à propos de l'affaire » demandai-je doucement. Il s'est tourné vers moi. « N'est-ce pas tout ?» Avant que je puisse répondre, on frappa à la porte. Madame Hudson entra avec un petit paquet emballé dans du papier Kraft. « Remis en main propre, monsieur Holmes. Pas d'adresse de retour, encore une fois. » Il le déballa avec une délicatesse chirurgicale. À l'intérieur se trouvait un unique tesson de porcelaine, pas plus grand que la paume d'un enfant, enveloppé dans du velours. Il n'y avait aucune inscription, aucun code, seulement un tourbillon presque imperceptible sous la glaçure. L'espace d'un instant, il parut purement décoratif. Puis Holmes l'inclina vers la lumière. Une faible inscription s'épanouit dans le reflet à ceux qui écoutent après la fin de la musique. Holmes le fixa longuement. Puis il retourna le tesson et le déposa délicatement dans le tiroir à côté de son bureau. « Un post-scriptum, dis-je. « Ou un rappel, répondit Holmes. J'ai étudié son visage, remarquant des rides plus profondes qu'un mois plus tôt. Non pas dues à l'âge, peut-être, mais à quelque chose de plus corrosif. La frustration, peut-être, ou la reconnaissance de ses limites. Ça vous dérange ?» demandai-je. Que Delgrave n'ait jamais été nommé publiquement. Que Körner disparaisse dans les murs d'une institution anonyme. Il soutint mon regard d'un air neutre. Ce n'est pas la justice que je recherche, Watson. Seulement la vérité. Et tu l'as trouvée? Il expira. Un peu. Suffisant peut-être. Mais ce que nous avons révélé n'était qu'un four dans une usine à feu. Les messages ont peut-être cessé, mais la technique demeure. Les formules de Körner, sa méthode d'émaillage, ses programmes de cuisson précis, quelqu'un les retrouvera. La porcelaine sera toujours belle, et la beauté sera toujours tentante. Tu as l'air fatigué. Je ne suis pas à l'abri. De la fatigue, a-t-il déclaré. Mais je ne suis pas non plus vaincu. Il y eut un long silence. Le feu siffla. Une voiture passa bruyamment dehors, puis fut engloutie par le brouillard. Je me suis levé et j'ai récupéré un colis sur le buffet. « Ceci vous est venu du musée, » dis-je, « un cadeau du docteur Weatherby. Apparemment, il appartenait à Kenley. » Holmes l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une petite tasse, simple et sans ornement, blanc ivoire, avec une seule fissure allant du bord à la base. « Pas de glaçage, » murmura-t-il. « Pas de vernis, ai-je confirmé. Il l'a gardé comme référence, pour se rappeler ce qui se cachait sous la finition. Holmes le tourna dans ses mains, une métaphore s'il en est. Il se leva, posa la tasse près de la cheminée et retourna à son fauteuil. Pendant plusieurs minutes, nous restâmes silencieux. Puis, tout à coup, il s'est assis en avant. « Dites-moi, Watson, avez-vous entendu parler du chiffrement de Van Allen ?»« Je ne peux pas dire que je l'ai fait. Une création étrange, » dit Holmes. « Une écriture codée qui serait cachée dans un ensemble de panneaux de tapisserie géorgienne récemment découverts près de Basse. Des lettres tissées dans la chaîne et la trame. Une dame de la cour, dit-on, tentant de mettre en garde contre une trahison. Un autre cas, peut-être, dit-il, une lueur revenant dans ses yeux. Ou peut-être une autre invention. Mais il s'agit d'objets, de familles perdues, d'un ambassadeur disparu et de la disparition de 3 vitraux vus pour la dernière fois au Louvre en 1821. Cela semble délicieusement compliqué. C'est pourquoi cela nous conviendra parfaitement. » Il se leva, s'étira et attrapa son manteau. « Maintenant, demandai-je, on y va ?» Holmes sourit, et c'était le premier sourire sincère que je voyais depuis la fin de l'affaire de la porcelaine. La trace est chaude, Watson, et contrairement à l'émail, le temps n'attend pas que le four refroidisse. Il sortit en trombe, son manteau s'évasant comme un rideau à la fin d'un acte. Je le suivis, carnet en poche, le cœur battant dans cette anticipation familière qui accompagnait toujours Holmes au seuil d'un nouveau mystère. Nous descendîmes les marches du 221B et disparûmes dans le brouillard. Derrière nous, la simple tasse en porcelaine reposait,
imperturbable, la lumière du feu vacillant à sa surface, non vernie, non émaillée, vrai exactement comme Holmes le voudrait.